sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Réveille-toi, zombie. Tu sais qui je suis? Bah non, et je m'en tape un peu là. Il est temps pour toi de te réveiller. Ne manquons de temps. Ils en ont après toi. Et j'ignore ce qu'ils ont l'intention de faire. Mais qui ça? Les rageux, ceux qui n'aiment pas ta chaîne. Je m'en balèque, man. Je te conseille de dégager d'ici. En face de ton bureau, il y a une pièce inoccupée. Ouais, c'est la chambre d'amis. Oui, vas-y. Maintenant, je t'attends. Bonjour, zombie. Je suis... Un abonné? Non, Un fan alors? non, je suis un mec avec un masque. À cause du Covid? Non, c'est parce que je suis moche. Mais peu importe, le temps est venu pour toi de choisir. Choisir quoi? Prends ces écrits, et un nouveau monde s'offrira à toi. Ah bon? Je vais te dire pourquoi tu es là. Parce que je suis chez moi peut-être, hein? Non, Ah bah si! oui, mais c'est surtout parce que tu as un savoir. Un savoir que tu n'expliques pas, mais qui t'habite. Ah oui, ma bite! Ta gueule! Pardon. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Mais sais-tu exactement de quoi je parle? Bah en fait, non, parce que... Ta gueule! Le monde des adultes est une prison, où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur, une prison pour ton esprit. Alors choisis le bouquin d'Alain Soral, et tout s'arrête. Après tu pourras faire de beaux rêves et envisager ton avenir comme tu l'espères, avec l'hypocrite croyance que ton avenir sera meilleur, sans les affres de la vieillesse et la douleur de tes coloscopies futures. Choisis ce spécial Strange, et tu restes au pays des merveilles, et on revit le bon vieux passé, où tu n'avais pas d'emmerde et où l'avenir semblait t'appartenir. Un monde où rester enfant te permet d'appréhender la vieillesse avec sérénité et félicité. Par contre, si tu pouvais choisir vite, parce que j'ai vachement chaud dans ces fringues, et je voudrais aller me changer avant de suer du cul. Aujourd'hui, mes petits farfadets, on va parler de la plus fantastique histoire de tous les temps du monde des comics. Oui, je sais, je suis pas objectif et je suis en train de m'enflammer. Futur antérieur, Day of the Future Past, est une histoire en 2 épisodes parue en 1981 dans les numéros 141 et 142 des Uncanny X-Men, scénarisé par Chris Claremont et dessiné par John Byrne. Ne comptez pas sur quelques largesses de ma part pour évoquer le film inspiré de ce chef-d'œuvre, car oui, l'une des histoires les plus populaires de la saga X-Men a malheureusement été revisitée de façon apocalyptique dans le film de Bryan Singer en 2014. J'en ai encore les yeux qui saignent. Aussi revenons au comic de 1981. Cette histoire a été publiée dans le Spécial Strange 35 et 36 en 1984 en France. Le récit joue sur 2 époques qui s'entrecroisent. Celle des X-Men des années 80, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, et celle des survivants d'un avenir sombre situé en 2013, dans un avenir d'une réalité alternative et dystopique, après l'assassinat du sénateur Kelly sur fond de haine anti-mutante. Le gouvernement américain réactive les robots chasseurs de mutants appelés les Sentinelles, qui vont finalement prendre le pouvoir aux États-Unis. Et oui, jeunes et faibles, les Sentinelles traquent les mutants et les héros et vilains non-mutants pour les capturer et les placer dans des camps d'internement à New York, dans le Bronx. Ils neutralisent leur super pouvoir par la pose d'un collier inhibiteur. Malin le scénario. Après avoir conquis les États-Unis et tué la majorité des mutants, dont le Charles Xavier, les Sentinelles veulent nettoyer le reste du monde. Au début de cette histoire, les robots veulent envahir le Canada. Les autres pays, conscients du plan des Sentinelles, s'apprêtent à utiliser leurs armes nucléaires contre eux en cas d'attaque. Je n'en dis pas plus, relisez cet épisode qui atteint des sommets de génie scénaristique jamais égalés. Alors, je ne parlerai pas de ces suites telles que Years of the Future Past publié en 2015, ou même Wolverine Days of the Future Past en 1997, car ce qui nous intéresse ici, ce sont les épisodes publiés à l'époque chez Lug. Claremont et Byrne nous livrent un récit passionnant et parfait, rythmé entre les 2 époques, nous invitant à ne rien lâcher pour en connaître la fin et arrivant à nous mettre mal à l'aise en nous faisant croire à ce futur terrifiant. Le lecteur sait ce qui va arriver et que tout est foutu et du coup, il craint davantage pour les personnages survivants qu'il a appris à aimer durant toute la saga. L'empathie est forte pour eux et ça, c'est du lourd les enfants. Tout le génie de Claremont et de Byrne est de créer un univers anxiogène en 2 épisodes, alors qu'aujourd'hui, les scénaristes nous pondraient des mini-séries de 10 épisodes avec des spin-offs probables et des dérivés scénaristiques à la con.
Dès la première page, on est emporté dans ce futur terrifiant à quelques heures d'un apocalypse nucléaire. Ces rues dévastées peuvent rappeler au cinéphile New York 97 de Carpenter, qui justement a été tourné la même année. Coïncidence? Pour en revenir au comic, le lecteur sait que les Sentinelles ont commis un véritable génocide et contrôlent le pays. Les États-Unis sont dévastés et les autres pays s'apprêtent à utiliser l'arme nucléaire. Cela fait froid dans le dos. On découvre Kitty Pryde marchant le long d'une route bordée de chaque côté de stèles avec des noms de super-héros bien connus, de quoi nous faire frémir. Ce sont des milliers de tombes qui nous rappellent que nos chers mutants, que nous avions appris à aimer, ont été décimés par les Sentinelles. Ce genre de paysage ravagé a certainement beaucoup joué sur l'ensemble de la culture pop des années 80. On ne peut s'empêcher de penser à Terminator, qui reprend les structures de cette histoire avec l'idée de modifier le passé pour sauver le futur. Si on y regarde de plus près, les robots exterminateurs de Terminator sont les Sentinelles de ce récit. Le contrôle et l'anéantissement de l'humanité par des robots et des ordinateurs nous montrent bien que Terminator a certainement été influencé par ce récit. Mais c'est pas possible autrement. Les humains ont aussi été les victimes de cette guerre au passage. Dommages collatéraux ou volonté affichée des Sentinelles, ça, on n'en sait rien. De même, l'asservissement de l'Homo sapiens et de l'Homo supérieur, des récits de Claremont, est aussi la trame scénaristique de Matrix, où l'humanité est prisonnière. C'est aussi Skynet dans Terminator 2, qui devient intelligent et déclenche l'holocauste nucléaire, tout comme les Sentinelles prennent le contrôle dans ce récit après que le gouvernement les réactive. Nonobstant, j'adore dire ce mot, nonobstant, on pourrait objecter que les robots tueurs d'humains existaient déjà dans la littérature ou le cinéma, bien avant le récit de Claremont, et d'ailleurs, on pourrait citer les cyborgs de Galactica pour ne citer que quelques œuvres proches du comic. Pour autant, le récit de Claremont est-il vraiment du post-apocalyptique? Sans être catégorique, car les limites sont floues, on peut discuter de la chose en observant attentivement le récit et l'univers dépeint par l'auteur. Et je suis sûr que vous ne verrez pas d'objection à nous replonger dans ces délicieuses pages du Spécial Strange 35 et 36. Tu as fait un choix judicieux, zombie. Qu'est-ce qu'on fout là? Tu es la résistance, zombie, et tu vas nous aider à faire vivre le passé. La résistance? Mais contre qui? Contre l'oubli et ceux qui condamnent la nostalgie. Partout autour de toi, tu les entends, les rageux pester contre la nostalgie. Ceux qui crient haut et fort que la nostalgie est la pire des opiums qu'il soit. Ils prétendent qu'elle nous transporte dans un arrière-monde recomposé par la conjonction du souvenir et du désir. Tu causes bizarre, man. C'est comme dans Matrix. C'est une faute morale, puisqu'elle brise le devoir de responsabilité requis de la nature humaine face à l'avenir. C'est une faute, une lâcheté métaphysique. Ouais, trop cool ton speech. Et nos ennemis s'inquiètent et préconisent le refus de cette idolâtrie qui permettra le maintien de l'ordre moral dans la société. Ils voudraient que tous les nostalgiques renoncent à leur fétichisme du passé. Bah, ce sont des cons, hein, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut des gens comme toi, qui nous permettent de combattre l'oubli et de glorifier les années de notre chère enfance. Sois le chantre de cette renaissance, l'apôtre du revival, le creuset de la nostalgie. Et c'est là que tu me sors les pilules rouges et bleues, comme dans Matrix? Quelle pilule? Mais de quoi tu parles? Bah, c'est dans Matrix, il y a des pilules bleues et rouges. Mais c'est quoi Matrix? Oh, t'as un sacré manque de connaissances, man. Ouais, t'as pas tort. Au premier abord, ce récit semble post-apocalyptique d'après les critères populaires que nous pouvons avoir, car il ne faut pas se mentir, l'influence de Mad Max, de Miller et de tous les nanars qui ont surfé sur la vague nous ont imposé une vision simple du post-apocalyptique. Il faut des punks, du cuir et du désert radioactif. Et pour cette dernière idée, le récit de Claremont nous montre un champ de ruines qui n'est pas encore radioactif, mais juste détruit par une guerre classique au final. Ce n'est pas la bombe atomique qui en est la cause. Il faut bien l'avouer, le post-apocalyptique nous offre une infinité de possibilités en matière de destruction, allant de la guerre nucléaire aux chutes d'astéroïdes, en passant par la guerre classique, les épidémies, la fonte des glaces, sans parler les zombies ou les invasions extraterrestres. Mais plus que tout, c'est le résultat final qui touche notre essence d'Homo sapiens avec un réalisme froid et dérangeant, comme cette Kitty Pryde se faufilant sur un champ de ruines, théâtre de l'après-guerre. Et ici, Claremont illustre parfaitement l'un des thèmes de la SF, avec une nouvelle société dérivée de la nôtre, avec le champ post-apocalyptique qui propose une page blanche. Il n'y a plus de société comme nous la connaissons. Claremont reprend un thème classique du post-apocalyptique avec un monde chaotique, propice à la loi du plus fort. Ici, les punks usent de leur force physique pour dominer la mutante qui, sans ses pouvoirs, n'est qu'une faible femme incapable de résister à la force sauvage de ses agresseurs. Et ce n'est que la puissance de Logan qui soumet les punks. Côté dessin, Byrne nous offre un paysage post-apocalyptique avec une qualité esthétique qui nous encourage à laisser libre cours à notre imagination. Pourquoi Park Avenue est dans cet état? Pourquoi cette voiture a fini dans cette ruelle? Que fait ce mannequin au milieu de la rue? On ne le saura jamais, mais ils font partie de cet univers effrayant. Pour autant, cette œuvre de Claremont et de Byrne n'a rien d'innovateur, car il nous offre une dystopie classique chère à la science-fiction. Contrairement à l'utopie, la dystopie se caractérise par un futur qui a mal tourné. La littérature, le cinéma et la BD en sont riches comme Le meilleur des mondes, 1984, Fahrenheit 451, Ravage, mais aujourd'hui encore, elle est très présente dans notre culture populaire, avec des œuvres aussi variées que Judge Dredd, V pour Vendetta, La planète des singes, Mad Max, Blade Runner et j'en passe.
Peu importe son époque, la dystopie est là pour souligner le dysfonctionnement de notre société en poussant à l'extrême leur idéologie. Elle projette un futur en radicalisant le propos, en le grossissant, afin de lui donner un cri d'alarme. Et on n'a pas attendu la fin du XXe siècle pour alerter ou s'interroger sur nos erreurs. Mary Shelley est probablement la première auteure à faire du post-apocalyptique dans The Last Man, suivi de After London, sans oublier La machine à remonter le temps de H.G. Wells. Mais il est évident qu'il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que la maîtrise de l'atome ouvre la porte à toute forme de post-apocalyptique. Et Claremont et Byrne ont certainement été influencés par le contexte des années 70, car à cette époque, le post-apocalyptique est un héritier de la SF pessimiste qui annonce la fin de l'humanité en empruntant à des attributs usuels d'autres courants comme les films d'horreur et de gangs ouvertement sociologiques des années 70. On veut montrer le chaos pour que le vieux monde arrête de geindre. Et c'est normal que ces récits naissent dans les années 70, époque où toutes les utopies communautaires se développent pour exploser dans les années 80 à la face du culte de l'individualisme et du consumérisme. Pensons au mouvement punk et son No Future, qui est une projection phobique de ce futur, repris ici dans le récit de Claremont, et qui ne peut nous empêcher de faire la corrélation avec la vision de Mad Max. Ce n'est pas la fin du monde, mais d'une société obèse et apathique qui a pour but de réveiller un élan vital pour se souvenir qu'on existe. Le post-apocalyptique nous parle donc bien d'une humanité dévastée et rendue à l'état sauvage pour mieux stimuler nos pulsions vitales. Dans ce récit, l'entreprise de la résistance mutante face aux sentinelles en est le plus bel exemple. Survivre et détruire la menace qui impose son joug. Et tout ceci nous amène donc à nous interroger sur le récit de Claremont. Est-il vraiment post-apocalyptique? Et là, il y a du pour et du contre. D'abord, qu'est-ce que le post-apocalyptique dans sa définition littérale? C'est une œuvre dont l'univers se situe après un cataclysme ayant mis fin à la civilisation telle que nous la connaissons. Le récit de Claremont parle d'une désolation, mais le cataclysme est limité puisque l'humanité existe encore et qu'une civilisation humaine ressemblant à la nôtre existe. Voilà pourquoi il faut s'appuyer sur le reste de la définition qui ajoute qu'aucune autre forme de civilisation à l'échelle de l'humanité ne l'a remplacée. Et si on y regarde de près, les sentinelles constituent une nouvelle civilisation qui a établi un nouvel ordre. Le récit de Claremont est donc à la limite du post-apocalyptique si on s'attarde à ce fait. Alors si on creuse un peu plus, on peut essayer de regarder certains critères du post-apocalyptique et voir si on les retrouve dans ce récit. Trois principaux critères sont importants pour définir du post-apo. D'abord, que la société soit détruite. Ce critère est pris en compte dans la BD. Il faut aussi que les survivants vivent dans des vestiges de l'ancienne civilisation. Cela marche aussi. L'autorité centrale doit avoir disparu. Et là, ça coince un peu. Il y a bien une autorité centrale incarnée par les sentinelles. C'est une société valable et globale qui gère l'univers de ce récit, donc on n'est plus trop dans le post-apo, mais dans la dystopie classique de la SF. Le post-apocalyptique insiste aussi sur le retour à la nature de l'homme, retour à la vie simple, similaire à celle de nos ancêtres, chasseurs et cueilleurs. Et là, dans le récit, ce n'est pas le cas. Les survivants survivent. Ils n'ont pas besoin de se battre pour survivre à l'anarchie, puisqu'il y a un ordre établi. Ils n'ont pas besoin de trouver à manger ou à boire. Autre différence, dans le post-apocalyptique, la fin du monde est un nouveau départ. C'est un nouveau monde qui s'ouvre avec une nouvelle chance à ceux qui autrefois étaient les moins que rien de la société dite civilisée. Le post-apo insiste donc sur une révolution et une remise à niveau social où le retour à l'ordre naturel est de mise. C'est le plus fort ou le plus intelligent qui survit. C'est du darwinisme total. Une société plus dure mais pas forcément plus injuste. Or dans ce récit, il n'y a pas de nouvelle chance pour les survivants. Ils sont sous le joug de leur nouveau maître. Ils ont échappé aux méfaits de leur ancienne civilisation pour obéir à une nouvelle oppression. Ce n'est donc pas du Mad Max à l'état pur pour reprendre la référence classique et populaire qu'on a du post-apocalyptique. Enfin, il n'y a pas eu de cataclysme réel. Dans ce récit, on est plutôt dans du pré-apocalyptique, car on est à quelques heures de la guerre nucléaire qui va anéantir cette société. Vu sous cet angle, le récit de Claremont se rapproche plus du pré-apocalyptique, comme le film Soleil Vert, avec sa société au bord de la chute, où les fils de l'homme, où l'humanité est devenue stérile. Ici, les mutants sont parqués et n'ont pas le droit de procréer. Leurs bébés sont tués, et les humains, s'ils ne sont pas parqués, subissent la loi martiale des sentinelles. Camps de concentration, port d'uniforme distinctif, contrôle fréquent, cimetière à perte de vue et interdiction de procréer. Les mutants sont donc bien les victimes d'une société qui n'a pas changé dans ses mécanismes de destruction, puisque les sentinelles reproduisent les horreurs de l'humanité qui les a précédées, et en particulier celle du XXe siècle. Ainsi donc cette œuvre de SF de Chris Claremont et de John Byrne s'inscrit aux frontières floues du pré- et du post-apocalyptique, mais la puissance de son scénario et de son univers en font une œuvre absolument terrifiante, géniale, et surtout qui amène à réfléchir sur nos propres comportements. Cette histoire marque donc bien tout ce que Claremont et Byrne étaient capables de produire, et cela relève du génie. Incroyable quand on connaît leur houleuse relation qui justement prendra fin tout de suite après ce chef-d'œuvre des comics. Days of the Future Past est donc bien le chant du cygne de leur collaboration, mais cette mort artistique nous offre une œuvre absolument géniale et inégalée, à la fois pour celui qui découvrirait aujourd'hui cette histoire, que pour la bande de nostalgiques qui regarde cette émission et cette chaîne, et qui savent donc de quoi je veux parler.
Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence, bande de censeurs moralisateurs. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous et de ce que nous apportons aux gens. Je vais raccrocher ce téléphone et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir leur passé et leur joie d'adolescent. Un univers sans vous, sans loi, ni contrôle, sans limite, ni frontières, comme le carcan que nous impose la vie d'adulte. Un monde où tout est possible. Et vous pouvez compter sur moi pour réveiller le passé. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, 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 Abdel Rauf Dafri. Abdel Rauf Dafri. Allez, c'est dans le making of. Vas-y, Mel, recolle-le.